Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube consacrée aux 40 ans de la radio. Mais 40 ans de la radio, eh bien oui, ça date pas d'hier, 1981. Et dans les années 80, il y avait une voix incomparable. Vraiment, moi j'écoutais ça à l'époque dans ma chambre le samedi matin, entre autres, et même toute la semaine. Jean-Loup Bertin, bonjour. Bonjour José, comment vas-tu? Ben écoute, c'est un réel plaisir de se retrouver grâce à Internet. À l'époque, on s'appelait, on s'envoyait des cartes postales, des télégrammes et des téléphones. On n'avait rien pour se communiquer. Et là, grâce à Internet, en quelques jours, quelques semaines, tu m'as répondu à cette invitation. D'ailleurs, je t'en remercie parce que bon, c'est pas évident non plus. Hein. On dit tiens, voilà, je reçois un message d'un animateur radio qui, ça fait 40 ans que fait de la radio, mais j'ai connu vaguement un certain José Gauthier, sans plus. Mais c'est vrai, te concernant, il y a de belles histoires de la radio. Alors, tout d'abord, je te signale comme ça à tous les invités. J'ai une question basique à te poser. D'où viens-tu? Où vas-tu et dans quel état tu gères, c'est-à-dire ta pièce d'identité, voilà, un petit peu globalement. Bon, d'abord, merci José pour cette invitation, parce que c'est toujours un plaisir, quand on se croise, de pouvoir parler de quelque chose qu'on adore, qui est la radio, parce que c'est vraiment un média que l'on adore plus que tout. Alors, d'où je viens? Je suis espagnol, j'ai 60 ans, j'ai 5 enfants, je m'appelle Jean-Loup Bertin. C'est un pseudo. Pour le vrai, ça, il n'y a que quelques initiés et la famille qui est au courant, mais c'est pas très important. Bon, tout comme moi, de toute façon, on le sait, dans les années 80, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, Patrick Bruel s'appelle pas Patrick Bruel, machin, donc voilà. Dans les années 80, comme on était pirates, on a tous à peu près changé nos noms, et c'est ça qui est drôle justement, c'est de pouvoir avoir pas une double vie, mais en tout cas d'avoir ces deux noms qui se mélangent de manière tout à fait normale et logique. Alors la radio, comment la radio? La radio, j'ai pris ici, voilà, mon poste. C'est avec ça que j'ai commencé à faire de la radio. Il y avait encore un micro que j'ai perdu, et avec ça, j'enregistrais la télé. Les Eurovision de la chanson, mais j'enregistrais la variété, j'enregistrais les longues ondes, Europe 1, RTL, j'enregistrais ma voix, et avec ça déjà, à 12-13 ans, je faisais des cassettes, à l'époque des cassettes encore, hein, on n'était pas encore avec des ordinateurs, pour faire mes émissions à moi. Et puis, j'ai eu la possibilité, quand j'ai eu à peu près 17 ans, de commencer à faire de la radio, toujours enregistrée sur des cassettes, toujours la même chose, à Radio 104. C'était une radio qui était à Jette, qui était gérée par la famille Casier, pas de bière, hein, mais même si on était au-dessus d'un peuple, mais la famille Casier. Et puis de là, je suis parti à SIS. Enfin, on nous a un peu mis dehors parce que pendant des vacances de Pâques, je me souviens, il y avait Bernard Cheyenne, il y avait Alain Blue Jeans déjà. On se connaissait à cette époque-là, et on a un peu, je dirais, on est parti en vrille, mais vraiment très fort en vrille. Donc on nous a gentiment téléphoné, à l'époque c'était encore le téléphone fixe, et on nous a dit voilà, je crois qu'il va falloir arrêter de faire les émissions. Donc c'est ce qu'on a fait, on a baissé tous les boutons, et puis de là on est parti à SIS tous les trois. Donc SIS a été une époque extraordinaire. En fait, on pensait, on mangeait, on vivait radio du lundi, le mardi jusqu'au dimanche. On faisait les soirées le jeudi, le vendredi, le samedi. Enfin bon, c'était une vie superbe. Pendant cette époque-là, je me suis un peu expatrié, toujours en étant à SIS. J'ai été à Namur Inter pour faire un peu de radio sur une radio locale namuroise, et également à Nivelles sur WLC de mémoire, ou WLN, je sais plus très bien. Et puis de là, après quelques années à SIS, je suis parti sur KISS FM, avec un autre José, et à cette époque-là, tout se passait bien. C'était de retour à Jette, puisqu'ils étaient à Jette, près de la basilique. C'est ça. En fait, c'était les studios étaient situés à côté du métro Civilis, à l'avenue de Jette. Alors. Et effectivement, c'est là qu'on s'est croisés, entre autres. Exact. Et en fait, si je me permets, Jean-Loup, on va continuer dans la chronologie. Oui, en ce qui te concerne, tu as commencé, disons, l'aventure radio à 13-14 ans. Eh bien, sache, comme je le raconte un petit peu l'anecdote à tous mes invités, en fait, moi, j'ai commencé la radio un petit peu grâce en écoutant, justement, 13-14 ans. En fait, j'écoutais genre Les routiers sont sympas, Max Meignier et compagnie le soir. Et le week-end, j'écoutais Radio Cité. Et je me suis dit, tiens,
comment ça se fait, autant Max Meignier, les animateurs qui passent dans la radio, comment ça fonctionne? Et donc, fin de l'année 80, en fait, j'étais comme une personne comme une autre dans l'exposition son image OSL. Il y avait le stand de Radio Cité. Et j'ai dit, tiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, moi aussi, je pourrais faire ça. Pourquoi pas? Et donc, les soirées passaient, etc. Et fin 80, j'arrive dans une soirée du côté à XL avec c'était Radio XL qui organisait cette soirée. Et comme dit Jockey, il y avait un certain Rudy Lamèche. Et bon, là, à ce moment-là, en fait, j'étais le trouvé, je ne le connaissais pas. Et c'est la suite que j'ai su que c'était Rudy Lamèche, bien entendu, avec son nom, etc. Mais en fait, je lui ai dit, est-ce que je peux visiter le studio de la radio parce que j'aimerais bien faire la radio? Il me dit, oui, bien sûr, pas de problème. Et donc, le temps est passé. Durant 3-4 semaines, j'allais chaque semaine. Bon, j'allais à l'école, donc je me libérais de l'école pour aller... c'était près de la place Saint-Lancoque, d'ailleurs, le studio. Et à un certain moment, il m'a dit, écoute, José, tu ne peux plus venir parce qu'en fait, comme toutes les radios à l'époque, il y a des disques qui disparaissent, on pense que c'est les invités qui prennent les disques, etc. Je dis, il n'y a pas de problème, je m'en vais. On arrive au mois de janvier 81, je vois une annonce dans un journal et casting ou une nouvelle radio à Bruxelles organisée à Evere, un numéro de téléphone. J'appelle et en fait, le casting se passe dans un café à Evere et... Ouais. Je sais pas, peut-être là, justement, nos chemins se sont croisés également. Dans le jury du casting, il y avait un certain Jean-Loup Bertin. À l'époque, d'ailleurs, important, je m'appelais pas encore Jean-Loup Bertin. C'était Lou de Contact. Ou Lou. Et donc. T'étais à Contact ou SIS à l'époque, là? Non, j'étais à SIS à cette époque-là. SIS. SIS à cette époque-là. SIS à cette époque-là. Et c'est en arrivant à Contact, donc, pour reprendre un peu l'histoire de Kiss, on a créé Fréquence 1, qui était un peu des dissidents. De Fréquence 1, je suis parti en juin 86, ça je m'en souviens très bien, à Radio Contact. Et là, je ne sais pas pourquoi, de mon Lou, je trouvais qu'il manquait un peu d'artifice et donc on en a fait un Jean-Loup parce que j'aimais beaucoup un animateur d'Europe 1 qui s'appelait Jean-Loup Lafont qui faisait... Tout à fait, qui malheureusement est décédé il y a très peu de temps. Malheureusement est décédé, effectivement. Et je me souviendrai toujours, je me disais, tiens, un nom un peu qui sonne comme il faut. Et j'ai demandé à Patricia Biron, je m'en souviendrai toujours, elle était journaliste à Radio Contact, je dis, donne-moi un nom un peu qui sonne un peu... elle m'a dit Bertin, j'ai dit Jean-Loup Bertin. Je dis, ça c'est bien, ça Jean-Loup Bertin, ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis devenu Jean-Loup Bertin vraiment de manière officielle en juin 86. Et puis à Contact, je suis resté 20 ans dans lesquels j'ai d'abord été animateur, puis je me suis occupé de l'antenne, je me suis occupé de la programmation, de la structure de la programmation, la création de Contact 2, Contact Plus, enfin bon, la gestion des francophones, des néerlandophones, du réseau, enfin bon, beaucoup de choses. J'ai passé 20 ans extraordinaires. Et puis après, on est passé à autre chose, la création de Mint, toujours dans le groupe RTL à ce moment-là, et la gestion de cette nouvelle radio qui a tout de suite cartonné. On en était très contents. Et puis, arrêt de Mint parce que pas de fréquence, donc voilà, le plan de fréquence n'est pas pour nous. Et après, j'ai été chez IPM. Là, j'ai participé à la construction et à la gestion de Twiz et puis de DH Radio. Et puis, ça va faire maintenant à peu près 6 ans. Je crois que cette année, ça fera la 6e année que je suis arrivé à la RTB je suis arrivé commencer sur un projet que Francis Goffin, qui était le DG de la radio à ce moment-là, m'a proposé, qui était la création d'un média pour les jeunes, qui est devenu Tarmac aujourd'hui. Et puis depuis lors, après j'ai dû de manière intérimaire m'occuper un peu de Pur pour 1 mois, ça a duré 14 mois, donc les notions du temps ne sont pas toujours les mêmes. Et puis là maintenant je travaille à la publication radio qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, la gestion globale et vraiment globale des radios de la RTB, toutes les radios que l'on connaît, les radios existantes, des nouvelles radios et des futures radios au niveau de tout ce qui est l'audio, tout ce qui est les podcasts, la musique, enfin, que tout cela soit cohérent et soit toujours dans l'air du temps et toujours en progression. Voilà, donc je suis depuis 79, donc ça fait un paquet d'années, je suis dans cet univers-là qui, chaque jour, j'ai la chance de faire ce que j'aime, j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion qu'est la radio.
Et je me dis que oui, que je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de chance de ne pas avoir l'impression tous les matins de se lever, d'aller au bureau. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau parcours et en fait, je crois qu'en fait, on arrive là justement en 2021. La question probablement est posée à l'avance. Que penses-tu justement du futur de la radio du 21e siècle, les radios web, tout ce qui est technologique et tout ce qui est Internet. Quelle est ton opinion là-dessus? Je crois que moi, souvent, on me parle de la mort de la radio. On m'a déjà parlé de ça quand la télé est arrivée. J'étais pas encore, je faisais pas encore la radio. On a dit que la radio était morte. Quand Internet est arrivé, quand maintenant c'est avec les applications, etc. Moi, je crois que la radio n'est pas morte, à condition que la radio soit et fasse ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui est vivant, qui est local, qui est proche, qui est curateur, qui va chercher. Le problème qu'on a eu pendant des années, c'est qu'on a voulu un tout petit peu simplifier ou en tout cas mieux gérer de manière un tout petit peu plus simple la radio, parce que voilà, le fait de professionnaliser, bah, ça a peut-être enlever quelques personnalités, mais je crois que moi, la radio, pour moi, si elle veut continuer à vivre, la musique aujourd'hui, elle est partout. Elle est sur Spotify, Deezer, sur YouTube, on peut trouver la musique. La différence, qu'est-ce qui fait la différence de la radio? Ce n'est pas la musique, même si elle est très importante pour une radio musicale, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'animation, l'habillage, en fait, l'embillage. Tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que moi je compare souvent la radio, on va dire, à un restaurant. Qu'est-ce qui fait que la même pizza est meilleure dans le restaurant A que dans le restaurant B? C'est le cadre, c'est les gens qui y travaillent, c'est l'ambiance, c'est le fait que le patron, c'est plein d'éléments en dehors de la pizza. On vient pour manger la pizza, mais s'il n'y avait que la pizza, bah alors c'est simple, hein, on téléphone et on fait venir à la maison. Ici, la volonté de sortir, et je crois que c'est ça, la radio doit être vraiment un média vivant et pas un média, je dirais, simplement qui diffuse des disques les uns derrière les autres. Il y a plein d'autres systèmes aujourd'hui qui le font tout aussi bien et des fois même mieux que certaines radios. Je crois que la personnalité, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, eh bien, quand on écoute telle radio, tel animateur, on se dit, ouais, il est quand même super ou pas. On peut détester quelqu'un, mais le fait de le détester ou de l'aimer, ça veut déjà dire qu'on l'écoute. Donc, si on l'écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et pas avoir, je dirais, des gens ou des animateurs ou animatrices qui sont trop des copier-coller les uns des autres. Non, il faut des personnalités. Pour terminer mes comparaisons, et les gens qui me connaissent savent que je le fais souvent, la radio, c'est comme le foot. Si toutes les équipes de foot jouaient toutes de la même façon, que ce serait triste à regarder un match de football. Pourtant, les règles sont les mêmes pour tous les clubs, quels qu'ils soient, grands, petits, amateurs, professionnels. Mais qu'est-ce qui fait la magie? Ben, c'est les personnalités qui sont sur le terrain. C'est ce qui fait que quand on a la balle, ben, on ne joue pas de la même manière. Eh bien, la radio, c'est pareil. Il doit y avoir cette même magie. La musique, l'univers musical, c'est quelque chose de très important pour les gens. Moi, il y a encore des études que j'ai lues où la musique elle-même est très, très, très importante dans la vie des gens. Après, c'est comment on la met en forme, comment est-ce qu'on la distille, comment est-ce qu'on la propose. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que moi, je crois très fort en la radio. Mais il faut que la radio, alors, c'est revenir un peu comme toi à tes débuts ou moi, c'est refaire de la radio comme il y a 40 ans, mais avec les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec la technologie, avec tout ce qui fait, avec la diversité qui nous permet aujourd'hui d'être partout, sur un téléphone, sur un ordinateur, en voiture, en DAB. On pourrait demain aller n'importe où. On peut écouter la radio, ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. En plus, tout ça est rentré dans les mœurs, mais il faut qu'il y ait de la personnalité. Il faut que ce soit waouh. Voilà. Si c'est waouh, alors il y a encore alors la radio est pour moi, elle est plus que vivante, mais il ne faut pas qu'elle se laisse absorber par des facilités. La radio c'est pas quelque chose de simple. Les gens, quand moi j'ai commencé, peut-être toi aussi la radio, beaucoup de gens me disaient non, mais bon, ok, quel est ton métier? Mais je disais oui, non, ça, ok, ça c'est ton plaisir, mais non. Je dis c'est un vrai métier. Écouter de la musique, parler, savoir annoncer, savoir désannoncer, savoir exprimer des choses, c'est un métier. Voilà. Et donc il faut que ce métier continue à grandir, à être quelque chose d'enrichissant pour les gens, pour ceux qui le font, mais aussi pour ceux qui l'écoutent. Voilà. Et en fait, c'est vrai que là, maintenant, tu t'occupes plutôt d'une nouvelle génération de la radio pour les jeunes. Quelle est ta relation justement avec la génération d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai que moi-même, comme toi, on a un certain âge. Et bon, c'est vrai que la nouvelle génération, comme ils ont tout en main, ils ont tout sous la main, que nous n'avions pas à l'époque. Comment tu vois ça, justement, l'évolution de la jeunesse à la radio ou de jeunes animateurs, par exemple?
C'est-à-dire que, alors, c'est un peu, il y a des choses contradictoires. C'est-à-dire que souvent, quand on engage maintenant des animateurs, on veut qu'ils aient 20 ans, mais 20 ans d'expérience. Donc ça, c'est pas toujours simple. Et ce qui manque aujourd'hui, ce sont tout ce que moi j'appelle les petites radios. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là. C'est-à-dire des petites radios de quartier dans lesquelles tu viens, tu t'amuses, tu as 12, 13, 14, 15 ans, comme toi, tu essayes, tu vois des choses et puis tu dis, finalement, j'adore ça. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que la radio reste un média important. Alors, j'ai l'avantage, comme je disais, j'ai 5 enfants qui vont de 30 ans à 9 ans, donc ça me permet d'avoir une palette bien longue et bien large. Et en fait, je me rends compte que la radio telle qu'elle existe pour les jeunes, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Et que musicalement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, musicalement, on a trop aseptisé la musique. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, quand moi j'étais jeune, quand tu étais jeune, quand la musique que nous diffusaient les radios, même périphériques, que ce soit RTL ou Europe 1 ou d'autres, c'était pas ce qu'on avait envie d'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On allait chez les disquaires, on écoutait les radios pirates à l'époque, etc. On allait chercher la musique qui nous plaisait. Et donc, cette musique, puisqu'on ne la diffusait pas en radio, on allait la chercher ailleurs. Et puis, on a eu cette révolution de dire, maintenant, ça suffit les radios. Maintenant, nous, on veut nos radios à nous, d'où toutes les radios pirates qui sont arrivées, qu'elles soient dans la mer du Nord ou bien chez nous en Belgique. Et les jeunes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, à force d'aseptiser ce que l'on diffuse, les jeunes, ils ont été chercher la musique ailleurs, sur YouTube, sur Spotify, mais surtout sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, il y a des millions et des millions et des millions de musiques qu'on n'entend pas toujours à la radio. Donc, ce qui est important, c'est qu'à un moment, si on veut aussi que la jeune génération écoute la radio, et on le voit par exemple avec Tarmac, qui pour l'instant, c'est du DAB, c'est du digital, c'est en IP, donc on n'a pas de réseau FM comme d'autres radios, mais il y a, comme on propose plein de musiques qui plaisent à cette génération-là, ils viennent vers ça, parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute le côté vivant, l'animation, des invités, tout ce qui fait qu'une radio est vivante. Une radio, ce n'est pas simplement une playlist avec des morceaux qui s'enchaînent. Ça, c'est les ingrédients de la recette. Mais tout ce qui fait qu'une radio est magique, c'est le chef-coq, bien sûr, et puis tout le personnel autour qui fait que, ta recette, elle est extraordinaire, elle est délicieuse, et tu es dans un encadrement, et voilà. Et donc, je crois que par rapport à la jeune génération, c'est pas qu'ils sont contre la radio, c'est que la question qu'on doit se poser, elle est à l'envers. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que l'on propose à la jeune génération est en phase avec leur attente? C'est ça la question. Quand nous, on a lancé nos radios pirates à l'époque, on était en phase avec la génération qui avait envie d'écouter ce type de musique, qui avait envie d'écouter un ton différent, qui avait envie d'écouter une autre manière de parler, d'écouter des extraits d'albums, d'aller découvrir des choses. Donc, c'est ça qu'on doit faire. On doit, comme je disais, faire de la radio comme il y a 40 ans, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Voilà. Et nos différences, c'est la personnalité de chacun. Toi qui, comme moi, aime le foot, quand tu regardes Anderlecht, le PSG, Bayern Munich ou Barcelone, c'est le même sport, mais c'est pas tout à fait le même jeu. Donc c'est exactement ça. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a énormément de secteurs comme ça, en fait, qu'en général, on a tous la même règle, mais entre guillemets, on mange avec différents couverts, tout simplement. Voilà. Exactement. Tu as tout à fait raison. Donc c'est un peu le côté humain que j'ai. En fait, c'est comme une personne. En fait, toutes personnes on est tous pareils les uns aux autres, mais on a des couverts différents, la situation différente, mais le fond est le même. La radio, c'est pareil. Moi, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vrai que personnellement, j'ai jamais refait de radio malgré ou à cause de mes 40 ans de carrière, on va dire ça comme ça. Réellement, j'ai jamais postulé sur une radio nationale ou de gros réseaux, à part SIS. À l'époque, c'était en été 83. C'était mon souhait parce que là, en 83, ça faisait 2 ans de radio. Je me dis, je vais essayer de taper à la porte des SIS, et c'était la tour Saifi. Et en fait, on m'a dit, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. La réponse était pour l'instant, non. Ça veut dire non. Voilà. Mais un jour, Michel Brunelli, en fait, Lucifer, quand je suis parti, je dis, écoute, on ne sait jamais, si t'as donné quoi, tu me fais signe. Et en fait, en sortant, il me dit, José, est-ce que tu sais te lever le matin? Je dis,
Ben oui, s'il faut se lever le matin pour faire de la radio SIS, je me lève le matin. Et en fait, j'ai fait donc la matinée durant le mois d'août pendant l'été, parce que bon, j'étais encore au cours. Et pendant l'été, pendant un mois, j'ai fait SIS le matin, entre 5h et 7h du matin. Donc en fait, j'avais déjà la passion de me lever à 4h du matin pour faire une émission bénévolement. Voilà. C'est beau, c'est beau. Moi aussi, je me suis levé tôt le matin pour faire la radio. La passion, je ne dirais pas de me lever tôt. La passion de la radio, oui. Me lever tôt, non. Non, non, bien sûr. Mais disons que c'était un certain départ. Et puis bon, fatalement, il y a eu donc Radio Kiss, Fréquence 1 aussi. Je suis passé à la bascule. Et en fait, j'avais le plaisir de faire mes émissions de radio, comme tu dis, justement le thème de la musique. J'ai toujours été bossé grâce à Radio Cité d'ailleurs, avec Radio Cité Funky. J'étais toujours bercé là-dedans, dans cette musique black américaine. Et en fait, en parlant de télé à la radio, en fait, avec tout le respect, bien entendu, quand on allait en soirée, on disait, tiens, c'est toi qui programme la musique funky à la radio. Hein. C'était, donc, l'émission, c'était Fréquence 1 Funky, et le samedi soir. Et en fait, on pensait que j'étais black, tout simplement. Voilà. Donc, la couleur ne veut pas la peau du moine, comme on dit, mais disons qu'en fait, que penses-tu justement, la radio, la télé aujourd'hui, ou la télé, la radio? Quel est ton opinion là-dessus? Il est assez simple. Moi, j'ai milité, ou en tout cas, je me suis dit, l'ère de la vidéo est là. On doit intégrer cela au niveau de la radio, à condition, parce qu'il y avait les webcams avant, ça c'était une catastrophe. Mais je me suis dit, tant que la radio reste la radio, le jour où l'image prend le pas sur le son, on est mort. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait de la télé, on fait plus de la radio. Aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé parce que je trouve que la valeur ajoutée de ce que l'on montre n'est pas extraordinaire. Parce que souvent, on voit un studio avec des gens qui parlent, et que quand je vois le succès, on parlait de la radio de demain, quand on voit le succès de l'audio aujourd'hui avec les podcasts, entre autres, on se dit que le son est quand même ce qu'il y a de plus magique, plus que l'image, parce que c'est comme un livre par rapport au cinéma, c'est comme tout. On peut imaginer qui est derrière ce que tu viens de dire. Fréquence 1 Funky, on se dit c'est sûrement quelqu'un qui, non, c'est toi, c'est José, qui aime cette musique, qui a envie de la partager. Et la surprise, elle est là. Et je trouve que c'est ça qui est magique dans le son, c'est que il y a une certaine magie à découvrir des sons, des sonorités, des sons, des voix, et de l'imaginer tel qu'on a envie de l'imaginer et pas nécessairement tel que l'image peut nous le proposer. Donc j'étais un peu partisan, mais je suis revenu sur cette vision. Je trouve que c'est bien d'avoir des images quand il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire que si à un moment tu es en interview et tu as, je sais pas moi, Paul McCartney qui est en studio, le fait d'avoir de l'image, c'est une valeur ajoutée. Tout à fait. Voilà, ça, c'est la vraie valeur ajoutée. Moi, je prends l'exemple de MTV. Quand MTV est arrivé en Belgique, eh bien, tu pouvais allumer ta télé et ne pas la regarder. Tu pouvais simplement à un moment dire, tiens, le nouveau clip de Madonna, tiens, ah oui, tiens, ça ressemble à ça. Mais c'était une radio avec de l'image. Voilà. Mais c'était une radio avec de l'image. Ici, le problème de l'image, c'est que au fur et à mesure, elle prend la place de la radio. Et donc, ça vient de la télé. Or, nous, notre métier, c'est de faire de la radio et pas de la télé. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, quelque part, pour l'animateur, c'est un petit peu perturbant parce qu'en fait, disons que en radio, la magie de la radio, en fait, ce qu'on en a parlé un petit peu hors antenne en préparant cette entrevue, quand on fait de la radio, quand on faisait de la radio, on pouvait très bien ne pas dormir pendant 4 heures et t'étais à l'antenne parfaitement. T'avais la tronche que tu peux avoir le jour avant. Mais par contre, aujourd'hui, l'animateur radio qui se présente à faire un 6-9 le matin, par exemple, sur Vivacité, par exemple, ou toutes les radios matinales qui sont filmées, il doit comme soigner un petit peu leur image. Donc c'est un petit peu perturbant, Jean-Loup. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai connu, je ne donnerai pas de nom, mais moi, j'ai connu des animateurs qui dormaient entre chaque disque. Donc, c'est-à-dire qui animaient, ils se mettaient la tête contre le micro le temps que le disque tourne et ils se réveillaient pour réannoncer ce qui suivait. Ça, c'est la magie de la radio, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai connu des animateurs qui ont fait des animations avec un vélo d'appartement. J'ai connu des animateurs qui étaient à moitié nus. Enfin, en radio, on a tout connu.
Mais c'est vrai que, de nouveau, la radio, c'est quoi? C'est le son. Il n'y a rien à faire. Et donc, quand on fait du son, on n'a pas besoin de se préoccuper de l'image. On n'a pas besoin de savoir si on est fatigué, pas fatigué. Les gens n'ont pas non plus besoin de savoir. Les gens, ils doivent se laisser emporter. Donc, je te dis, comme je disais, j'étais un partisan, même un défenseur quand la vidéo est rentrée. J'ai d'ailleurs, à ce moment-là, fait des animations sur DH Radio où je faisais une émission aussi comme toi, Funky, parce que j'adore ça. Et puis, j'ai fait le hit parade. Je me déguisais, je mettais des perruques. Enfin bon, mais je me suis vraiment amusé. Et c'est vrai que je jouais avec la caméra de la même manière que je jouais avec le micro, mais tu enlèves la caméra et l'émission continue à tourner tout aussi bien. C'était simplement mon plaisir à moi d'être un peu fantasque et un peu fou. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu à la limite où la dérive fait que l'image, de temps en temps, sur certaines radios que j'entends le matin, et pas que le matin, prend trop le pas sur le son. Et donc, on a l'impression que si tu n'as pas l'image, tu ne peux pas comprendre ce qui est occupé à être dit. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la dérive, la limite est dépassée, quoi. Et donc, moi, je crois que on doit revenir à des choses essentielles. Alors, on peut peut-être pas revenir en arrière en disant on fait plus ça, mais en tout cas, il faut le penser intelligemment et toujours en étant une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, si on n'a pas, quel est l'intérêt? À part avec des caméras et voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais sur certaines émissions, je trouve que l'image peut apporter quelque chose, ça peut donner quelque chose, à condition que l'auditeur, lui, n'ait pas l'impression de ne pas être, je dirais, sacrifié sur l'autel de l'image, quoi. Voilà. Eh bien, Jean-Loup, c'est vraiment une passion de parler avec toi de radio. Et si tu veux, on peut peut-être continuer, si tu veux, dans d'autres thèmes. Sinon, à la rigueur, je te propose d'ailleurs, on fait une pause et on va écouter quelques archives te concernant. Et là, et juste après cela, on va un petit peu changer de décor. On va changer de décor peut-être. Et j'ai une petite surprise pour toi après la pause. On se retrouve juste après ça. Le groupe discothèque For Your Love. Et puis je crois que nous avons déjà 2 personnes au bout du fil. Nous allons prendre la première sur la ligne 1. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Qui est au bout de ce fil? Sabine. Sabine, si mes souvenirs sont exacts, puisqu'il y a quand même eu l'effet de l'alcool, je l'avoue, hein. C'est le 2e anniversaire. Est-ce que tu étais hier à la salle Arlequin? Du 2e anniversaire de Satellite à Galerie Louis, salle Arlequin. Il y aura Michel Rorif, il y aura Philippe Laville, il y aura Jean-Louis Pic, Marie-France et il y aura également Pino Danjo. Donc, Jean-Loup, après cette petite pause, oui, des belles archives que nous avons retrouvées, nous attendons notre prochain invité qui a accepté de se joindre à nous. Et en fait, allez, je vais quand même te donner une piste. Tu as fait un duo et à l'époque, c'était un trio. Ouh! Alors ça, c'est Dominique. Voilà. Malheureusement, le 3e larron nous a malheureusement quitté. Ouais, n'est plus des nôtres. Quand j'ai appris ça, j'étais très triste avec Bernard Olivier. Et alors, la petite histoire fait que son fils, Nicolas Willem, c'est son nom, puisque c'était son vrai nom, travaillait à la RTB. Et depuis lors, il est parti, il s'occupait de tout ce qui était l'international. Et j'ai été en contact avec eux après malheureusement le départ de leur papa. Et donc j'étais très heureux de voir il aurait été très heureux de savoir qu'un de ses fils faisait aussi de la radio, pas en tant qu'animateur, mais plutôt en tant que journaliste. Voilà. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Ton micro, voilà. Il est là. Mais il est là. On va recommencer. Eh bien oui, il est là. Il est là. Ça fonctionne, c'est formidable. La technique, quand ça fonctionne, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est parfait, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, merci à vous deux d'accepter l'invitation des retrouvailles 40 ans plus tard. C'était une émission SIS qui s'appelait... Comment s'appelait cette émission? Le Delirium Matinum. En fait, les voix n'ont pas changé et le feeling n'a pas changé 40 ans plus tard. On pourrait refaire le Delirium Matinum aujourd'hui, en 2021. Faudrait que je réécoute, moi. Faudrait que je réécoute comment on faisait parce que, voilà.
Non, ce qu'il faut quand même dire, et ça, je sais que depuis lors, il a continué à utiliser cet art qu'il a, c'est que Dominique avait une écriture et une plume extraordinaire. Donc, il avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui écrit à qui. Donc, chaque fois, il nous racontait une lettre et le télégramme. Et il fallait savoir qui avait envoyé le télégramme et à qui. Mhm. Et rien que ça, c'était waouh, c'était extraordinaire. Moi, j'étais toujours bluffé. Je me disais, mais où va-t-il trouver tout ça? Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il a moins de cheveux aujourd'hui, parce qu'il réfléchissait beaucoup plus que moi. Ça doit être ça. Ça doit sûrement être ça, oui. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver tous les deux sur Ouais. ma nouvelle chaîne YouTube en parlant des 40 ans de la radio en Belgique. Alors, Dominique, d'avance, merci d'avoir accepté cette invitation. En fait, comment tu as commencé, toi, la radio à l'époque? Alors, les tout débuts, c'était à Radio Contact, à l'époque où Radio Contact se trouvait dans un petit local et qui vraiment, c'était tout petit, quoi. Et j'ai commencé comme ça avec une toute première émission qui était la nuit. Et alors, au départ, il était prévu que j'ai un technicien qui m'accompagne. Et la première émission, j'ai eu le technicien. La deuxième émission, on m'a téléphoné pour dire que le technicien ne viendrait pas et que je devais me démerder tout seul. Et Tout comme aujourd'hui, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, parfois aussi, la technique c'est une bataille quotidienne. oui. Et en fait, après ça, après Contact, c'est arrivé à SIS en fait. Alors, il y a eu SIS, puis il y a eu aussi Radio Kiss, et puis j'ai même été faire une radio à Braine-l'Alleud, à une radio à Namur, et puis j'ai terminé à Top FM. Voilà, Bien, bien. En l'aventure fait, s'est terminée là. là, Dominique, merci de faire cette petite histoire en quelques minutes. On aura le plaisir de se retrouver peut-être probablement dans une autre émission, d'ici même, pour parler de ta carrière radio. On va revenir à l'émission du samedi matin sur SIS. Vous vous rappelez la première de Léo Matinum? Alors attention, C'était pas un samedi, hein, c'était lundi, vendredi. Hein, oui, Ah oui, bon? c'était toute la semaine, hein, toute carrément. la Hein. semaine. Ah oui. Ah, bah, je confonds probablement avec GG qui faisait Hôtel California, je pense, le samedi matin sur SIS à Ah, ça l'époque. c'est possible. Ouais, ça c'est Oui, oui, possible. bah, moi, le week-end, je bosse bas. Hmm. Donc ça se passait du lundi au vendredi alors. Mais Oui, vous vous rappelez de la première? pas du tout. Ah non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je me souviens pas de la première. Je me souviens qu'on a passé des moments parce que on se suivait, hein, donc c'était 6-9 et on avait chacun une heure ou un truc, quelque chose dans le genre. Et ce qui était super, c'est que tout de suite la chimie a opéré et on a eu une complicité entre Bernard, Dominique et moi qui était extraordinaire en émission et en dehors des émissions. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est extra. C'est-à-dire qu'il y avait une sincérité dans ce que l'on faisait, ce qui manque un peu aujourd'hui justement à la radio et pas à tout le monde, mais en tout cas à beaucoup de radios, c'est cette sincérité dans laquelle on peut se tromper. Bah oui, c'est la vie, c'était comme ça. Dans lequel il y a une véritable interaction avec les auditeurs. Moi, j'ai une anecdote. On était à cette époque-là rue Villain 14, hein, donc c'est près La d'avenue Tour Louise, Saifi? à la Tour Saifi en bas, et j'avais une contravention. Et donc, j'arrive effectivement le jour d'après en disant, vous vous rendez compte, j'ai une contravention. Voilà. Eh bien, j'ai reçu de l'argent. Donc, les gens ont envoyé de l'argent pour payer ma contravention. Aujourd'hui, vous faites ça, on vous regarde en disant, mais c'est quoi ce type qui retourne au CPS? Mais donc, voilà, donc, je veux dire qu'il y avait cette complicité, et c'est ça la force de la radio. C'est un média, et c'est aujourd'hui, le podcast, c'est ça, c'est quoi la radio? C'est la voix, c'est le son, c'est tout ça, et l'image. Alors, sur les chaînes YouTube, etc., on vient pour ça, on vient pour l'image. Mais en radio, on a besoin on ne sait pas qui on est, pas vraiment. Voilà, on était un peu mystérieux et c'est ça qui nous a permis d'être comme on était et d'être, je dirais pas innovant, mais en tout cas inattendu. Et la complicité, le trio était, moi, c'est un souvenir extraordinaire. Hein. Le Delirium Matinum était waouh, voilà. Et ça restera dans un de mes plus beaux souvenirs en radio. Quant à toi, Dominique. Ben, il faut dire tout de même que ce qui était marquant, c'est que c'était quand même la première fois. J'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres expériences où on avait une émission qui avait un seul nom, Delirium Matinum, qui avait les mêmes jingles, qui avait un jeu qui se suivait d'heure en heure et
ça n'existait pas, ça. C'était quelque chose qui vraiment était totalement nouveau. On avait une seule émission et 3 animateurs qui se suivaient et qui reprenaient en fait ce qui s'était passé avant. Il y avait un lien qui existait véritablement. Et je suis même pas sûr aujourd'hui que ça existe réellement en fait. Il y a une complicité qui est formidable dans certaines radios que j'écoute et que nous avions à l'époque, mais ce côté de se dire, voilà, il y a une émission qui va faire 4 heures, par exemple, et il y a 3 animateurs différents qui vont se succéder, mais c'est la même émission, là, voilà, ça, c'était vraiment très innovant, en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on était précurseur des éléments. Et c'est vrai que depuis lors, du chemin parcouru durant ces 40 dernières années, quant à toi, Dominique, quel est un petit peu ton parcours actuellement? Que fais-tu? Alors, ce que je fais, ben, je suis devenu conteur, ce qui me permet de continuer à utiliser ma voix, bien entendu, puisque c'est mon outil principal, et donc c'est un avantage. J'ai fait évidemment 25 ans de télévision après la radio, et je me suis rendu compte que finalement, d'ailleurs, ce que je préférais, c'était la radio, c'était pas la télévision. Mais bon, voilà, il fallait bien vivre. Et puis, le plaisir d'être conteur, c'est le fait de voir enfin le public à qui on s'adresse, ce qui n'est ni le cas en télé, ni le cas en radio. Et ça fait un bien fou parce que bon, le conteur, il est vraiment à proximité du public, c'est les yeux dans les yeux, et ça, j'adore. Ça, vraiment, j'adore. Et c'est vrai que nous aussi, en fait, à l'époque, Jean-Loup, tu t'en rappelles, quand on faisait les soirées de la radio en extérieur ou même encore des directs en extérieur, c'est là aussi qu'on voyait les auditeurs. C'est un peu ce que dit Dominique aujourd'hui, c'est de compter à la radio et voir les gens qui t'écoutent. Et c'est vrai que le profil des gens, parfois aussi, on était étonnés à l'époque du profil des gens, justement. Oui, mais c'est vrai, je fais juste un petit aparté. J'ai eu l'occasion d'aller voir Dominique raconter des histoires. Je peux vous dire que c'est un excellent raconteur d'histoires. Mais il était déjà en radio, comme il était en télé. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors on utilise des mots anglais parce que le marketing est passé par là, on appelle ça des storytelling. Voilà. Eh bien, la radio, c'est quoi? C'est raconter des histoires. C'est comme quand on est entre amis, ben, on se raconte l'une ou l'autre chose qui se sont passées. Et c'est ça la force de la radio. Et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on est étonné de se dire qu'en fait, la radio, c'est tout le monde qui écoute la radio, en fait. C'est pas, il n'y a pas de profil bien particulier. On peut être à gauche, à droite, au milieu, au centre, peu importe la ville. En fait, si on arrive à créer ce lien, ce lien entre l'auditeur et l'animateur, entre un média et son public, eh bien, les gens vous suivent et vous suivent absolument partout. Et on avait des fidèles que l'on revoyait évidemment tous les week-ends ou dès qu'il y avait une manifestation à l'extérieur, mais on découvrait effectivement, mais c'est ce qu'on devrait beaucoup plus faire. Les médias devraient un peu plus, de manière générale, sortir, ce qu'ils font beaucoup moins aujourd'hui, pour voir qui sont les gens qui les écoutent. Parce que ça ne changera pas la manière d'être, mais de comprendre qu'en fait, on ne s'adresse pas nécessairement à un type de population, mais à toute la population d'une certaine manière. Il suffit de bien raconter les histoires et d'être intéressant dans ce qu'on raconte. Voilà. J'ai une petite anecdote. Vas-y, Dominique, je t'écoute. Voilà, alors le jeu du télégramme, c'était souvent des auditeurs, c'était pratiquement souvent les mêmes qui nous appelaient et puis souvent les mêmes qui gagnaient. Alors je ne sais pas si tu te souviens d'André Casterman. André Casterman était un de nos auditeurs fidèles et qui était très fort au jeu du télégramme et il a remporté régulièrement. Eh bien, André Casterman est devenu un ami. Il a même été le témoin à mon mariage. Et nous sommes toujours en relation, lui et moi. Et à l'époque, voilà, ça s'est créé véritablement comme ça. Il y a des liens d'amitié qui se sont faits. Et alors, quelque chose aussi qui était important, c'est qu'à l'époque, on pouvait avoir les auditeurs au téléphone. Donc, on discutait avec les gens. Parfois, ça posait des problèmes parce qu'on était occupé à mixer. On était là avec nos machines en se disant… Et puis, le cornet de téléphone, c'était épouvantable. Mais on avait ce contact. On avait vraiment l'occasion de discuter avec eux. Et ça, c'est ce qui faisait la grande force, en tout cas, des radios. À l'époque, des radios libres, parce qu'évidemment, ça n'existait pas dans les radios officielles, évidemment. Exact. Et c'est vrai qu'en fait, la radio d'aujourd'hui, Dominique, elle a un petit peu changé. J'ai posé la question tout à l'heure dans la première partie de l'émission à Jean-Loup. Que penses-tu justement de la radio du XXIe siècle qu'on écoute aujourd'hui, aussi bien en DAB qu'en podcast, enfin, la radio du XXIe siècle, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, il y a déjà une chose, moi, qui m'a un petit peu énervé quand ça a commencé, c'est le fait de mettre des caméras dans les studios de radio. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que la radio, c'est la voix. C'est Et la la radio, c'est la voix, radio. voilà, mais la voix emmène les spectateurs à avoir une idée plus ou moins d'un physique. Voilà, l'imaginaire joue. Voilà. Et Dieu sait si je suis très sensible à l'imaginaire. Et donc, à partir du moment où on met des caméras dans un studio, l'imaginaire, c'est fichu. Si on a une animatrice qui a une voix, mais alors très chaude, comme ça, extraordinaire, et puis qu'on a l'image et qu'on se voit que ouh là 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 là, la voix. C'est la femme d'ouvrage du coin, avec tout le respect, bien entendu. Voilà, mais ça casse la magie, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ça casse la magie. Et je crois que la radio, justement, c'est ça, c'est la magie. C'est que ça crée beaucoup de choses dans l'imaginaire de celui qui l'écoute. Alors bon, ça m'a un petit peu énervé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'air du temps. Et puis voilà. Et pour le reste, moi, je pense que la radio, c'est peut-être le seul média qui va survivre comparativement à la télévision où la formule, on sent qu'elle est en train ça va disparaître un jour tel que nous la connaissons, parce que nous changeons nos habitudes de vision, les podcasts, aller sur YouTube, etc. On change, et je vois ça avec les jeunes, ils changent leur habitude, ils sont plus devant la télévision, ils sont devant leur ordinateur, ils vont chercher eux-mêmes leur programme, donc ça change. Par contre, la radio, ça va toujours rester. Je crois que fondamentalement, on a tous besoin de la radio, et le phénomène des podcasts est, je trouve, une belle preuve du retour du besoin d'oralité. Et ça, je le vois aussi en tant que conteur. Parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'écouter des histoires. Et alors, ils les écoutent en venant au spectacle, ou ils les écoutent effectivement par le biais du podcast ou par le biais de la radio. On a envie de retrouver l'oralité. Et donc là, je pense que la radio a un avenir encore extraordinaire, en fait. Entièrement d'accord avec toi. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, l'anecdote que tu racontes avec, disons, la voix et le personnage, en ce qui me concerne, quand j'étais avec vous d'ailleurs, avec vous deux à Radio Kiss à l'époque, en fait, je présentais la musique funky. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la musique funky. Et c'est vrai que quand on est aux soirées, eh bien, avec tout le respect que j'ai bien entendu, sans racisme, on croyait que j'étais noir, c'est-à-dire un noir américain qui passait de la musique. Mais en fait, j'ai toujours aimé la musique noire américaine, en fait, le funk, etc. Et c'est vrai qu'en fait, les gens disent « Oh, c'est toi qui passes cette musique !» Oh, bien, bien, bien. Donc, c'est un étonnement entre la voix, la programmation musicale. Donc, la radio a toujours été également pour moi un certain plaisir. Et c'est vrai que là, quand moi j'ai débuté en 1981, en mars 81, je me permets, Dominique, de m'adresser à Jean-Loup. Jean-Loup, te souviens-tu du casting qui a lieu dans un café à Évert pour Studio Méga 2000? C'est une excellente question. À Évert, dans un café. Bon, j'ai fait quelques cafés dans ma vie. Donc, le casting, je parle du casting. Du casting, oula, du casting. Il y avait un casting à l'époque avec un certain Yvon Moussiot. Ça me dit quelque chose, par contre. Ça me dit, mais j'arrive pas à remettre des images dessus. Il y avait qui, là? Tu te souviens? Il y avait d'autres radios dans un jury. C'est-à-dire qu'en fait, je raconte un petit peu mon histoire dans mes émissions et je me répète un petit peu. En fait, j'ai débuté la radio tout simplement en écoutant Radio Cité à l'époque, avec Marc Moulin, Jean-Pierre Autier, Marc Matagne, etc. Et un jour, je voulais savoir comment ça fonctionnait la radio. Et donc, j'étais dans l'exposition Son et Images au Ezel, et j'ai dit, c'est comme ça que ça fonctionne la radio. Et j'avais 14 ans à l'époque, tu vois, donc un jeune gamin, en savoir comment ça fonctionne. Et j'étais dans un studio à Radio XL pour assister à une émission avec un certain Rudy Lamèche, Rudy Gauthier.
Oui, oui, je vois très bien, je vois très bien. Donc Mais voilà. maintenant, ça, oui, oui, ah, ok, ok, ok. Maintenant, oui, je resitue plus ou Voilà. moins la Tu vois, mémoire. excuse-moi à Dominique, RTBF. je te mets un petit peu à part, mais ça fait partie un petit peu de l'histoire de la radio. Et en fait, il y avait une annonce dans le journal, un casting qui se passait à Evere pour une nouvelle radio, qui était en fait une nouvelle radio fondée par un certain Yvon Moussiot. Et c'était donc Studio Méga 2000 à Gênes. Et c'est là que j'ai débuté un mercredi après-midi, à l'âge de 15 ans et pas 16 ans accomplis. Et en fait, entre autres, dans le jury, il y avait un certain Jean-Loup Bertin. Merde alors. Oh, mais c'est ma faute en fait. Non, j'espère que non. Non, non, c'était Yvon justement qui m'a dit, Ah, toi, bah, tu n'as pas 16 ans, mais viens dans mon équipe et on va faire quelque chose ensemble. par contre, ça, je me rappelle, enfin, dans mes souvenirs, hein, mais bon, c'était en 81, donc il y a quand même Voilà, quelques il années. y a 40 Mais je me ans. souviens, oui, je me souviens de ce côté 16 ans. Ça me dit quelque chose. Le fait que tu n'étais pas majeur, même à l'époque, tu étais même plus que mineur. Hein, donc voilà quoi. Mais voilà. Non, je me souvenais, voilà. Je me souviens de Bride, mais pas de l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais En merci de fait, me le rappeler. Dominique, te concernant, si tu veux, on va peut-être, je vais essayer de faire un partage d'écran avec ici une petite archive te concernant. Je me permets de passer ici Attention, hein, tu dans verras. Hein, mon moi, j'en ai écran. eu, c'est pas grave. On va faire un petit montage par la suite, donc c'est un problème. Donc voilà, j'arrive dans les cassettes. Voilà. Il y a J'envoie 800 archives, donc il y a de quoi faire. Ouais, ça m'inquiète. Donc voilà, je vais dans les entrevues des cassettes. Voilà. Alors, je profite pendant que tu cherches parce que Je t'en prie, j'ai Dominique, excuse-moi, vas-y. voilà, j'ai retrouvé une cassette justement enregistrée de Delirium Matinum. Mais non. Si, et j'ai pas tout réécouté, mais j'ai réécouté le passage du télégramme et je me retrouvais avec un problème technique visiblement pour avoir un son convenable. Et la séquence dure pratiquement 5 minutes, pendant lesquelles il y a des candidats qui répondent, mais le son est épouvantable. J'ai des problèmes techniques pour les avoir, et ça dure 5 minutes. Et je me dis, sincèrement, à notre époque, on ne pourrait plus jamais faire ça. On se ferait virer tout de suite du studio, c'est insupportable. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et en plus, ce qui était incroyable, c'est qu'on n'avait pas de contrainte de pub à l'époque. Donc, Exactement. on pouvait parler pendant une heure, il n'y a personne qui nous disait quoi que ce soit. Hein, donc, voilà. Ça, c'est vrai qu'on n'avait pas toutes ces contraintes, c'est-à-dire, voilà, on a besoin d'avoir cette liberté, quoi. Quand on crée, on ne peut pas être que sous des contraintes. Voilà, je pense que j'ai retrouvé l'archive, à savoir si tu reconnais cette publicité de 1983. Je ne sais pas si tu vas entendre ça. Radio Kiss veut défendre les petites et moyennes entreprises. Radio Kiss vous offre la possibilité de faire sur son antenne la promotion de votre établissement à des prix défiant toute concurrence. Plusieurs formules publicitaires à votre disposition. Dès aujourd'hui, contactez-nous au 640 48 61 640 48 61 pour tout renseignement et conditions. Radio Kiss peut faire mieux connaître votre établissement dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région. Voilà donc la petite histoire. En fait, tu faisais déjà les bandes annonces de l'époque. Oui, mais j'ai fait ça assez souvent. J'ai pas tellement pour Kiss, je pense pas que j'en ai fait énormément, mais j'en ai fait pas mal pour Radio Contact à un certain moment, au moment où ils étaient à la magnanerie. Et très bizarrement, dans ma carrière, j'aurais pu continuer à faire de la publicité et ça s'est pas présenté. J'ai pas eu cette opportunité et c'est quelque chose que je pourrais encore faire maintenant. Mais visiblement, on joue plutôt avec des comédiens professionnels pour faire des publicités. Et je n'ai pas vraiment démarché. Mais clairement, c'est un créneau dans lequel j'aurais pu continuer. Et puis, ça ne s'est pas présenté, ça ne s'est pas fait. Mais moi, ça m'a toujours amusé de faire ça, hein, tout à fait. En plus, j'ai fait parfois des publicités en changeant la voix, en faisant des voix de bande dessinée, enfin de dessins animés, des choses comme ça. Donc, je pouvais m'amuser à faire des choses très, très drôles. Mais celle-là, je m'en souvenais pas hein, du tout. En fait, c'était la promotion de la pub de Radio Kiss de l'époque.
Voilà. Oui, oui, bah, écoute, bah, comme disait Jean. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas se souvenir, hein, Dominique. La Donc, il mémoire vaut n'est mieux. pas sélective, oui. En tout cas, Dominique, Jean-Loup, encore un grand merci pour votre participation pour ma Avec grand nouvelle chaîne plaisir. YouTube à l'occasion de ces 40 ans de la radio. Peut-être rendez-vous dans 10 ans, peut-être. Bah, j'espère même dans 40 ans. Oui, tu es optimiste, mais c'est vrai que tu es plus jeune que moi, Jean-Loup. En tout cas, Dans l'au-delà, dans l'au-delà, dans l'au-delà. je me permets vraiment à vous deux d'avoir une petite pensée pour le troisième larron, Bernard, Ah Ouais, oui, qui nous a Bernard. quitté malheureusement il y a quelques années. Il nous Ouais. écoute certainement dans l'au-delà. Exactement, Euh, exactement. Et j'y pense souvent. Voilà. Ben, j'espère qu'il nous écoute, hein, et je crois même qu'il nous écoute d'ailleurs. Mais Bernard, c'est vraiment quelqu'un qui me manque énormément parce que c'est quelqu'un qui a fait partie à un moment important dans ma vie et qui m'a amené beaucoup de choses. C'était quelqu'un qui était un peu il avait beaucoup d'empathie. Il avait, on l'appelait Monsieur Jean Lasse tout le monde parce Mhm. que il enlaçait dès qu'il pouvait, il voyait une fille, il Et l'enlaçait. comment, respectivement, comment vous rencontrez en fait avec Bernard? Quelle fut la première rencontre? Je crois que c'est à SIS de je pense mémoire. effectivement. Bonne question. En Très fait, bonne en question. réalité, puisqu'il a été à SIS et à Radio Contact, je pense que je l'ai peut-être, moi, rencontré d'abord à Radio Contact. Je ne sais plus. C'est parce que j'ai fait des allers-retours à Radio Contact pendant cette période-là. Et donc, je ne sais plus si c'est à Contact ou à SIS qu'on s'est rencontrés la première fois. Ça, je ne sais Mhm. plus. Moi, j'ai l'impression que c'est SIS parce que quand moi je suis arrivé à SIS, c'était rue Villain 14. Mhm. Mhm. Et le Delirium Matinum, c'est quand on était de l'autre côté, non Avenue pas rue Villain Legrand. 14, avenue Avenue Legrand, Legrand. et c'est quand on est arrivé rue Villain 14, effectivement, qu'on a refait une grille, et dans cette grille, ben, on a créé le Delirium Matinum avec Dominique et Bernard. Oui. Donc moi, c'est là où je l'ai rencontré, même si je le connaissais, parce qu'il venait de Contact, quand il est Mhm. arrivé et puis il est reparti à Contact d'ailleurs. Mhm. Il était Contact, il est venu à SIS, et puis il est reparti à Contact. Au Mhm. moment où nous sommes partis à KISS, il est parti à Contact. D'accord. Voilà. Oui, 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 À peu bah, près. c'est pour ça que je l'ai peut-être rencontré d'abord moi à Contact. C'est bien On a possible. j'ai fait comme lui des allers-retours, en fait. Voilà. Mhm. Et comme je disais tout à l'heure, et après je laisse Dominique, c'est que l'histoire est comme ça bien faite, c'est que non seulement c'est une personne qui me manque beaucoup, mais j'ai eu l'occasion non seulement de rencontrer ses enfants qui ont grandi, dont l'un des deux qui a travaillé à la RTB, Nicolas. Et donc, c'est extraordinaire. Il aurait été tellement fier de ses deux enfants, mais de se dire qu'un de ces deux a terminé en faisant de la radio, c'est quand même, waouh, je trouve Mhm. ça fabuleux. Alors que il était tout petit quand malheureusement Bernard est parti, donc il n'a pas connu cette époque de gloire qu'a eu Bernard, parce que c'était quelqu'un de très populaire auprès des auditeurs et surtout des auditrices. Oui, je crois que c'est lui rendre hommage que dire que Bernard avait un succès incroyable auprès des auditrices. Je pense qu'elle sentait très très bien que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, qui pouvait être à l'écoute, qui avait son côté gros nounours en fait, qui plaisait beaucoup aux femmes. Et c'est quelqu'un dont moi aussi j'ai des souvenirs incroyables parce que bon, on a fait au-delà de nos émissions des soirées ensemble. Ça nous est arrivé de draguer les mêmes filles. Généralement, c'est lui de toute façon qui gagnait à ce jeu-là. Et donc, on a des souvenirs ensemble assez étonnants. Et puis, bon, voilà, ben, tout simplement parce que Bernard, c'était un personnage dans la vie. C'était quelqu'un qui avait très bien compris le carpe diem, qui allait parfois même un peu trop de femmes, trop d'alcool, trop de cigares, Ah, parce qu'il adorait le cigare. Mais c'était quelqu'un d'une générosité absolue, qu'on avait simplement envie de serrer dans ses bras. Même nous, les hommes, ce côté nounours, c'est vrai. ça nous donnait envie d'être avec lui parce que c'était vraiment extraordinaire. On s'amusait et puis il avait une tendresse et une générosité. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui manque énormément. Et moi, souvent, c'est vrai, je pense à lui. J'ai gardé des photos et je le sens parfois proche. Je me dis parfois dans une salle où je compte, si ça se trouve, il est assis là en train de m'écouter.
Ouais, je suis d'accord avec toi et lui il fumait le cigare à l'époque. Moi c'était pas le cigare, mais depuis je fume le cigare et c'est vrai que quand j'allume souvent un cigare, je pense à lui parce que c'était même ça à l'époque, c'était un peu particulier d'avoir quelqu'un comme lui qui fume le cigare. Tu dis mais il n'a rien à voir dans le monde un peu de ce côté un peu radio libre à l'époque, mais c'était comme dit Dominique un personnage haut en couleur, mais avec tellement d'amour, de sympathie, de sensibilité, c'est un personnage qu'on ne pouvait que aimer. Voilà. Et on a eu la chance que non seulement on l'a aimé, mais qu'on ait partagé ensemble à trois des choses inoubliables. Voilà. C'est tout simplement inoubliable et ça restera bien au fond de nous. Et ça m'a permis, moi, de, de, de m'améliorer ou de grandir parce que je trouvais il était hors du commun et ce hors du commun était des choses très positives qui m'ont permis de voir des situations un peu avec son regard et sa sensibilité en disant bah, il n'y a rien de grave, hein. On ne fait que de la radio et la vie continue, c'est ça qui est important. Et il faut dire que bon voilà, comme c'était un trio, effectivement, bah, c'était un trio d'amis, de vrais amis Ouais. en radio. Et puis bah, quand il y a eu un quatrième qui était Alain Blue Jeans qui a voulu rejoindre aussi Delirium Matinum, nous on s'est dit ah bah non, on est entre amis à trois. Tu continues ton émission de ton côté. Voilà. Il était trop petit. Il y avait une taille, c'est comme les mannequins. Il y a une taille minimum, il était trop petit. Voilà. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ça devait être ça, voilà, exactement. Probablement en parlant de Alain, puisque prochainement ce sera un de mes prochains invités pour la célébration de ses 40 ans de la radio. Est-ce que, respectivement, vous avez une question à poser à Alain? Je laisse Dominique, hein, c'est le plus âgé, donc par respect. N'insistez pas lourdement. Oui, en fait, bon, Alain, évidemment, j'ai gardé un petit peu de contact via Facebook, hein, et puis j'ai découvert qu'il avait fait une carrière dans la banque. Alors, ma question, c'est de me dire, mais Alain, mais comment est-ce qu'on fait quand on démarre dans quelque chose qui est artistique, comme de la radio, pour finir dans une banque? Quel est ce chemin qu'on puisse faire? Ça m'interpelle beaucoup tout de même. Quant à toi, Jean-Loup? Alors moi, j'ai pas de question particulière, mais c'est plutôt un remerciement parce que à un moment, quand j'ai commencé la radio, c'était à Radio 104, c'est là où j'ai rencontré Alain pour la première fois. Et à un moment, c'était pendant les vacances, je crois, de Pâques, on avait fait un trio avec Bernard Cheyenne, Alain et moi. Et ça a très vite, en fait, on est parti en vrille, mais dans une grande vrille, absolument. Et donc, le patron à l'époque, qui s'appelait Jacques Casier, nous a appelé en studio, il y avait le téléphone fixe, et il nous a dit, voilà, vous pouvez fermer et vous pouvez partir. Et donc, ce qu'on a fait d'ailleurs, et Alain est parti vers SIS, et je voulais le remercier parce qu'il m'a motivé, il m'a encouragé, il m'a aidé à faire ce qu'on appelait une cassette démo à l'époque, hein, c'est des cassettes audio, et voilà, et je me dis que sans son intervention, sans son énergie, sans sa volonté, peut-être que le casting se serait mal passé et qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de radio, je ne serais peut-être pas banquier, mais je travaillerais à la Poste, par exemple. En tout cas, donc, voilà, merci Alain. Une fois de plus, merci à vous deux, Jean-Loup et Dominique, d'avoir accepté cette invitation pour cette émission spéciale 40 ans de la radio. Et peut-être rendez-vous dans 10 ans, peut-être, pour fêter les 50 ans de la radio. J'espère. Oui. Oui, 10 ans, minimum. On a encore plein de choses à faire. Hein. Bonne continuation à vous deux. Peut-être. Bon anniversaire. Merci, gracias. Ah oui. Feliz cumpleaños, attention. Hein. Eh bien oui, c'est vrai que c'est déjà. Le compteur s'approche des 60 également, hein, je vous le dis comme ça en passant. Donc ça va, ça va. On se sent bien. J'ai passé ce cap-là, je peux te rassurer, ça se passe très bien. A priori, là, on commence à s'angoisser, c'est au-delà de 70. D'accord. Mais 60, ça va aller. Ça va aller. Donc, en ce qui vous concerne, Dominique, on se retrouve ici dans le futur, dans les nouveaux comptes que tu es en préparation, ou alors tu es dans de nouveaux projets? Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet? Oui, en fait, bon, au niveau compte, là, je suis en train de préparer de quoi faire un spectacle en extérieur sur le thème des arbres.
D'abord parce qu'effectivement, avec la pandémie, on va se dire qu'on ne sera pas de retour en salle avant un bon moment. Et puis, de toute façon, parce que les arbres, c'est quelque chose, les gens sont en train de redécouvrir les arbres, on est en train de redécouvrir la communication qu'ont les arbres. Et j'ai, moi, découvert qu'il y avait dans les histoires, dans les contes, énormément de sujets autour des arbres. Et c'est assez passionnant. Donc, c'est ce que je suis occupé à travailler pour le moment. Ou bien, très Je bien. vous conseille d'y aller. Hein. Je vous conseille d'y aller. Moi, j'ai été une fois. C'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. Et voilà, c'est un excellent raconteur d'histoire. Et tout de suite, alors qu'on le voit, eh bien, on se plonge dedans avec sa voix, avec sa manière de raconter. Donc, allez-y, où que ce soit. Et J'y serai. en ce qui concerne ton actualité, Jean-Loup, Mon actualité, oh, elle est toute simple. Non, l'actualité, c'est la RTB, d'être toujours dans ce monde que j'adore, qui est le monde de la radio, le monde de l'audiovisuel en général, mais la radio en particulier. Et voilà, et j'espère pouvoir encore continuer à amener mes peu de connaissances que j'ai avec ces quelques plus de 40 ans que je fais ce métier, et c'est gai de pouvoir partager. Et je me suis trouvé, alors est-ce que c'est l'âge, peut-être, Dominique, qui est un peu plus âgé, va peut-être nous confirmer ça, mais ce qui est très gai aujourd'hui, c'est de pouvoir donner nos connaissances à une nouvelle génération. Ça, c'est le bonheur absolu. C'est-à-dire que pendant des années, on a surtout envie, un peu comme les écureuils, de tout garder pour soi et de bien mettre au fond pour que personne ne voit ce qu'on a comme noisette. Et là, depuis maintenant que je suis à la RTB et que je suis dans d'autres, je dirais, dispositions et en même temps dans d'autres fonctions, je trouve que de pouvoir justement donner, c'est que du bonheur. Voilà. Et donc, tous les jours que je me réveille, depuis plus de 40 ans, c'est toujours avec le même sourire, la même envie et le même bonheur au quotidien. Donc, voilà. ben, ça fut pour moi un bonheur de vous avoir ici sur ma chaîne. Et merci pour les surprises. Hein. Merci pour les surprises. Hein. À très bientôt et au plaisir bientôt. de se revoir hors antenne, bien entendu. J'espère. À très bientôt et bon anniversaire. Merci. Au revoir Dominique. Au revoir José.